Bonsoir à tous, bienvenue. C'est le rendez-vous de vos chroniqueurs pour des éclairages et analyses sur les grands faits de l'actualité. Merci de vous joindre à nous au sommaire ce soir. Cette rencontre au sommet des discussions de haut niveau pour des décisions qui certainement vont engager la vie de leurs différentes formations politiques les semaines et mois à venir. Joseph Diogbenou et Abdoulaye Biotchane se sont à nouveau parlé. C'est dire que les partis Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain consolident leur collaboration. Ils se lancent dans une action commune. L'effet accord de gouvernance semble déjà prendre tout son sens ici. Alors, des questions. Que devrait-on attendre de cette énième démarche de l'un vers l'autre et vice-versa? Quels signaux émettent les deux géants politiques et quelle place pour les partis satellites dans l'action au sein du régime, au sein du pouvoir de la rupture? Ce soir, nos chroniqueurs mèneront la discussion. À suivre d'entrée l'édito d'Omar Salouf qui nous parlera de cette entrevue. UPR et BR renforcent-elles les liens? C'est une question. Et dans la dernière partie de ce grand rendez-vous, vous aurez le grand oral de l'acteur politique. Nous irons voir de près les tenants et aboutissants des échanges périodiques entre les deux chefs de parti. Benoît Assouan-Degla, notre invité, est membre du Bloc républicain, il est député à l'Assemblée nationale. Il répondra à nos questions sur le principe d'accord de gouvernance consacré par le Code électoral et comment il est traduit dans la réalité. Merci d'être avec nous. Le grand rendez-vous, c'est aussi la météo politique. Alberto Mardoché-Gounou, bonsoir. Christian Darédia, bonsoir, mes téléspectateurs, bonsoir. Un plaisir de vous avoir avec nous. Oui, ce soir, vous nous emmenez au plus près des populations et donc une descente à la base pour parler de la décentralisation. Avant tout développement, que comprendre de cette terminologie? Oui, la décentralisation est un processus, un mode d'organisation administrative par lequel l'État transfère une partie de son pouvoir et de ses compétences aux collectivités territoriales. Ici, ce sont les communes, les villages, les arrondissements. L'objectif de la décentralisation est de partager le pouvoir et la prise de décision. En quelque sorte, cela permet de proposer des solutions adaptées aux réalités locales et de rapprocher l'organisation politique et administrative des situations spécifiques des territoires. Faire des collectivités territoriales un véritable lieu de vie démocratique qui permet d'améliorer la gestion des affaires locales. Et voilà, le Bénin a choisi ce modèle de développement depuis pratiquement plus de deux décennies. Voilà. Quel a été le parcours? Voilà, une petite histoire. Pour résumer le long parcours, c'est dans le cadre de l'exécution des recommandations issues de la conférence des forces vives de la nation tenue du 19 au 28 février 1990 que l'État béninois a mis sur pied un certain nombre de chantiers, à savoir les États généraux de l'administration territoriale de janvier 1993 qui ont défini les principes directeurs de la nouvelle organisation de l'administration territoriale. Ceci a abouti à l'élaboration des avant-projets de loi sur la décentralisation. En 1996, le gouvernement a adopté 5 projets de loi de décentralisation. Ensuite, de 1997 à 2002, plusieurs lois portant organisation de l'administration territoriale, organisation des communes, régime financier des communes de la République du Bénin, régime électoral communal et municipal en République du Bénin ont été votés et des décrets d'application pris par le chef de l'État d'alors. Ce n'est qu'en décembre 2002 et janvier 2003 que les premières élections municipales et communales ont été organisées et dès mars 2003, les premiers conseils communaux et municipaux ont été installés. Et pourquoi le Bénin a-t-il choisi d'aller à la décentralisation? Le choix de la décentralisation par le Bénin s'explique par plusieurs raisons majeures. D'abord, c'est une volonté de renforcer la démocratie locale en donnant aux populations le pouvoir d'élire leurs représentants et de gérer leurs propres affaires. Ensuite, c'est un moyen de mieux gérer le développement local car un peu loin des communautés, l'autorité centrale ne peut pas tout voir ni tout faire en même temps.
Enfin, Christian Adanridjan, c'est aussi une réponse au défi d'une gouvernance trop centralisée qui ralentissait les actions et éloignait le pouvoir des citoyens. On va à présent faire un petit bilan de ces années de décentralisation. Qu'est-ce que cela a pu apporter à notre pays, le Bénin? Plusieurs apports importants. D'abord, la création de communes dirigées par des maires élus, les maires responsables de la gestion locale. La possibilité pour les communes de disposer d'un budget, d'une autonomie de gestion du budget, des infrastructures, marchés, écoles, voiries, etc. Une proximité accrue entre élus et population favorisant la participation citoyenne. L'émergence de nouveaux leaders politiques locaux, renforçant ainsi le pluralisme démocratique. La réflexion a été poussée plus loin ces dernières années avec la nouvelle réforme sur la décentralisation, une réforme structurelle qui vise à renforcer le développement local et à améliorer l'administration communale. Il s'agit ici de mesures prises pour dépolitiser l'administration communale et renforcer la séparation des fonctions politiques et techniques dans l'optique de répondre mieux aux défis du secteur de la décentralisation. En conclusion, Christian Adanridjan, il faut retenir que la décentralisation au Bénin est une avancée démocratique importante. Mais pour qu'elle soit pleinement efficace, il faut continuer à mieux former les élus, clarifier les responsabilités entre acteurs locaux et surtout équilibrer le pouvoir entre maires et secrétaires exécutifs. La décentralisation, c'est le pouvoir au peuple, à condition qu'il soit bien organisé et partagé. Et voilà, c'était une vue sur la décentralisation au Bénin après plus de 2 décennies de mise en œuvre. On va poursuivre cette météo politique à présent. C'est l'actu de la semaine. Elle était bien riche en événements et faits. On va commencer par l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain qui explore des perspectives communes. Oui, Joseph Djokbenou et Abdoulaye Bio Tchane, respectivement président de l'UPR et secrétaire national du BR, et leur suite se projette sur l'avenir. Ils ont tenu une réunion stratégique en cours de semaine. Il s'est agi pour eux d'échanger autour de la consolidation de la coopération existante entre ces deux formations politiques qui soutiennent l'action du chef de l'État, la coopération communale, parlementaire, les migrations politiques et l'accord de gouvernance entre les deux parties ont fait l'objet de profondes discussions. Et chez les démocrates, on ne démord toujours pas sur la question du code électoral. Le parti d'opposition a rencontré la presse cette semaine pour exprimer ses préoccupations concernant le code électoral en vigueur. Les démocrates appellent à une relecture de la loi qui organise les élections à République du Bénin. Les responsables du parti estiment que certaines dispositions actuelles entravent la participation équitable de toutes les formations politiques aux différents scrutins. Ils appellent à des réformes visant à garantir une compétition électorale plus inclusive et démocratique. Une affaire qui secoue la classe politique au Bénin, cette affaire de corruption liée au récépissé obtenu par le parti Le Libéral, Richard Boniworou, et 2 agents publics sont placés sous mandat de dépôt. Effectivement, Richard Boni, président du parti Le Libéral, et 2 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été placés en détention provisoire le jeudi 22 mai 2025 après leur présentation devant le procureur spécial et le juge des libertés à la Criette. Ils sont poursuivis pour une affaire de corruption présumée dans le cadre de l'obtention du récépissé provisoire du parti. Selon les déclarations du procureur spécial de la Criette, les peines encourues vont de 5 à 10 ans de prison si les accusés sont reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. Présent, la dernière ligne droite de cette météo politique, Alberto Mardoché Goulou, la carte politique du Bénin. Cette semaine présente un véritable cocktail orageux. Exactement. Dans le ciel de la majorité présidentielle, les nuages s'amoncellent entre le bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Au-delà des nuages, c'est carrément un cyclone stratégique qu'on sent venir. Les deux formations qui tournaient jusque-là autour de l'arc-en-ciel sans vraiment se toucher sont en train de s'embrasser sous une pluie de mutualisation. Oui, mesdames et messieurs, certains y voient un possible mariage politique arrangé pour 2026, mais on semble encore loin de là, même si en politique, des éclairs surgissent quand on les attend le moins. Au niveau des démocrates, les démocrates jouent toujours les pompiers. Ils crient au secours pour le code électoral qu'ils jugent trop rigide,
presque figé comme un vieux baobab. Ils réclament une relecture pour que le terrain électoral ne soit pas qu'un marécage où seuls les partis bien enracinés peuvent nager. Leur message est très clair. Ouvrons les fenêtres de la démocratie, que tout le monde respire à plein poumon. Cette demande relance une rafale de débats dans les couloirs politiques. Le parti va-t-il pouvoir survivre? Là, nous sommes au niveau du parti Les Libéraux. C'est une interrogation ce matin. La question reste posée dans un coin plus sombre du ciel politique. Avant même d'avoir son récépissé pour se relancer dans la course électorale, le libéral et son premier responsable se retrouvent déjà pris dans une bourrasque d'accusations de corruption. Là, on n'est plus dans la météo douce, Christian Darija, mais dans une tempête politico-judiciaire qui risque de secouer sévèrement sa trajectoire. Quand la pluie de scandales s'abat avant le départ de la course, difficile en tout cas de garder le cap. En conclusion, cette semaine, le climat politique béninois ressemble à un patchwork météorologique. Fusion orageuse et à la majorité rafale, de revendications à l'opposition et tempête judiciaire chez les petits nouveaux. Pour les électeurs, mieux vaut garder son parapluie et un bon radar pour observer ce climat instable et plein de surprises. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et souvenez-vous, en politique, comme en météo, le ciel peut changer très vite. Alors, restez connectés. Et nous restons connectés. Merci à vous. Et ce sera tout pour la météo politique de ce soir. Merci Mardoché Alberto Goulou. Vous continuez d'explorer le ciel politique pour nous et pour nos téléspectateurs dans une semaine pour le bulletin météo sur le grand rendez-vous. Dans un instant, les points de vue de nos chroniqueurs sur ces rencontres périodiques entre les deux géants de la majorité présidentielle. On parle d'un côté de l'Union progressiste, le renouveau, de l'autre du bloc républicain qui continue de filer le parfait amour. En tout cas, les faits semblent confirmer cela. Que se disent-ils bien souvent quand ils se rencontrent? Quelle action commune? Quel résultat sur le terrain? Et cette synergie d'action va-t-elle durer? Jusqu'à quand? On fait le débat juste après. Et dans les 25 dernières minutes de ce grand rendez-vous, nous recevrons le député Benoît Assouan-Degla. On parlera des principes de la synergie d'action, les valeurs communes défendues et la nouvelle donne autour de l'accord de coalition, qui sont les sujets au cœur de l'entretien que nous aurons. Resté avec nous, on installe les chroniqueurs. C'est le point de vue sur le grand rendez-vous à partir de cet instant avec nos chroniqueurs déjà installés. Prudent Nasséou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, chroniqueur politique, directeur de la radio Campanile Cité. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un peu comme vous, Sergino Lokossou, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Bienvenue, merci. Chroniqueur politique, vous êtes également rédacteur au journal Le Matinal. Herman Aniamboussou, bonsoir. Bonsoir Christian Deledjian, bonsoir à mes co-débatteurs. Oui, bonsoir à tous. Chroniqueur politique aussi, Oui. Béné Courrier dans la place. Bienvenue. Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Notre éditorialiste nous parle aujourd'hui de l'UPR et du BR, l'entrevue qui renforcerait les liens. C'est une interrogation. D'entrée, Omar, vous nous plongez dans l'univers de ces partis politiques se réclamant de la majorité présidentielle. Oui Christian, ils sont supposés être d'ancrage national au vu des formalités ayant concouru à leur reconnaissance légale par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Union progressiste, le Renouveau, Bloc républicain, Mouel, Bénin, Renaissance nationale sont les partis politiques se réclamant de la grande majorité présidentielle officiellement reconnue en République du Bénin. Mais dans le lot, l'UP, le Renouveau et le BR sont ceux seuls, au-delà des formalités administratives, ont pu obtenir des élus à l'issue des communales de 2020 et des législatives de 2023. Ils sont donc les mieux lotis et donc les plus en vue. Et alors, vous nous dites que le dialogue entre ces partis de la mouvance présidentielle s'impose en cette veille d'élection. Oui, dans un contexte effectivement de veille d'élection générale, il va de soi que les partis politiques, surtout ceux se réclamant du même bord politique, se parlent. Et c'est tout bénef pour la majorité présidentielle que le dialogue soit maintenu, en l'occurrence entre les deux plus grands partis. Aucun communiqué officiel n'a été rendu public au sortir de la dernière séance en date, mais Joseph Diogbenou et Ablai Biotchane se sont parlé.
De quoi ont-ils donc parlé? Sans doute de comment occuper sainement le terrain politique pour assurer la continuité de la rupture, de comment sécuriser les acquis de l'électorat pour les rendre utiles dans le combat du terrain politique. L'entrevue des deux hommes va sans doute permettre de lever les goulots d'étranglement pour asseoir une nouvelle base, une bonne base politique entre élus UPR et BR. Néanmoins, des questions subsistent. Qu'en est-il des difficultés liées au mouvement migratoire d'élus entre UPR et BR? Comment ces deux ensembles pensent-ils asseoir les accords de coalition parlementaire et de gouvernance en intégrant les autres partis politiques engagés aux côtés du président Patrice Talon? Que dit-on de la désignation des chefs de quartier et de village conformément aux résultats des élections communales et municipales de 2020? Et bien d'autres questions encore et encore. Une kyrielle de questions que vous vous posez, un peu comme nous aussi ici en plateau. Mais comment voyez-vous, Omar, les deux partis s'y prendre au-delà des rencontres périodiques? Oui, une chose est de voir le président Joseph Diogbenou et son homologue Abdoulaye Biot-Tchané sortis d'une séance d'échange rassurés par des engagements pris de part et d'autre. Mais le gros lot reste l'implémentation des décisions, le respect des consignes par les différentes sections dans les départements, circonscriptions électorales, communes, arrondissements et villages. Les intérêts personnels prenant souvent les commandes sur le terrain politique, les directives ne passeront pas toujours comme une lettre à la poste. Dans l'un ou l'autre des camps, les militants à la base doivent se sentir acteurs impliqués dans les échéances à venir. Les autres partis politiques, même s'ils ne disposent pas d'élus, ne sont pas à négliger. Ils peuvent jouer les troupes faites et remettre en cause les efforts des plus grands s'ils ne sont pas associés aux différents accords de gouvernance ou de coalition. Il ne s'agit pas que de la présidentielle en 2026. Les communales, municipales et législatives sont des points majeurs à engranger ensemble avec les autres composantes du camp présidentiel. C'est un chantier qui peut s'avérer épineux pour les hauts responsables politiques qui ont le défi de négocier avec succès le dernier virage qui s'annonce. C'était votre réflexion, Omar Salouf. Merci beaucoup. Sur ce sujet, en parlant justement de cette rencontre politique entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, c'est une énième rencontre, cher monsieur. Le débat est ouvert. Que se disent-ils bien souvent quand ils se voient? Biot-Tchané, Abdoulaye et puis Joseph Diogbenou. Oui, je commence par vous, Sergino. Je pense qu'il y a deux, trois choses qu'il faut préciser quand il s'agit de ces rencontres. La première chose, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte préélectoral. La deuxième chose, nous allons vers des élections générales, une première en République du Bénin. Et donc, il y a quand même que les lois nouvellement introduites à travers des réformes politiques imposent un certain nombre de règles qu'il faut respecter, un certain nombre de critères auxquels il faut quand même essayer de trouver des réponses pour pouvoir véritablement tirer son épingle du jeu après, au soir de ces élections de 2026. Et pour le faire, il a parlé, le chroniqueur, des accords de gouvernance et des accords législatifs. Et donc, ces partis, il faut le dire, qui sont quand même porteurs de la réforme du système partisan parce qu'ils soutiennent les actions du président de la République et qui a tenu mordicus à implémenter cette réforme du système partisan et qui a donné droit à ces lois, à ces critères, à ces règles qu'il faut respecter pour pouvoir tirer son épingle du jeu lors des élections de 2026. Donc quand deux chefs de parti soutenant les actions du président de la République se rencontrent, ce n'est pas pour se formuler des vœux, je ne crois pas, ce n'est pas pour des visites de courtoisie, c'est pour mettre en place toute proportion gardée, les stratégies qu'il faut, c'est pour échanger, pour faire des négociations, parce qu'il s'agit d'avoir un ancrage sur tout le territoire national. Il s'agit de faire des prises, on va dire ça comme ça, pour faire des prises dans chaque circonscription électorale lors des élections, que ce soit élections présidentielles, élections législatives ou élections communales. Donc, quand ils se rencontrent comme ça,
plusieurs fois, ils se sont rencontrés. C'est pour pouvoir trouver la bonne formule, parce que ça ne sert à rien d'aller à ces élections en rang dispersé, d'autant plus qu'ils soutiennent les actions du président de la République, d'autant plus que le président de la République lui-même l'a dit que le jeu va se jouer à 6 mois des élections. Donc il faut que ces partis et les autres soutenant les actions du président de la République pour qu'il n'y ait pas de surprise peut-être désagréable. Exactement, parce que nous sommes en matière électorale et le jeu n'est pas joué d'avance. Comme le disent certains, il n'y a que le peuple à son mot à jouer et que ça peut balancer à tout moment. Donc pour éviter les surprises qui pourraient venir lors de ces élections, il faut quand même se donner la main, parce que l'union fait la force du temps. Prudent Nassé, je vous refais la question. Qu'est-ce qu'ils se disent quand ils se voient? Il faut avoir plusieurs compréhensions de ces rencontres au sommet avec les chefs de parti soutenant l'action du président de la République. Sur la qualité des hommes, moi, je continue par m'interroger. Puisque leur position actuelle participe du choix du prince. Et non d'un choix de la base vers le sommet. Ça, il faut qu'on se le dise. Après, il n'y a que l'évolution de la législature au niveau des tests électoraux participe aujourd'hui d'une nécessité pour ces responsables de partis dont les prééminences et les pouvoirs ont été renforcés aussi bien à travers le code électoral qu'à travers les critères de désignation à l'interne. On comprend bien qu'il s'agit de fondés de pouvoir qui ont des rôles stratégiques à jouer dans le cadre de la succession au président Patrice Talon, mais dans le même temps, je me surprends qu'aucun communiqué officiel n'émerge de cette rencontre au sommet. Parce qu'en principe... C'est-à-dire donc que tout se fait dans une certaine opacité. En principe, disais-je, l'animation de la vie politique participe de cette redevabilité informative qu'ont ces chefs de parti, et même au titre de la transparence et de la sérénité de la gestion de ces partis politiques, il leur revenait, vu leur qualité, de pouvoir dire au moins les fondements de cette rencontre qui est tombée dans le public d'une façon... Oui, à qui devrait-il s'adresser? Est-ce au peuple, à l'ensemble, ou à les militants? Naturellement. Si je les vois dans la logique d'une redevabilité, aussi bien vis-à-vis de leurs militants que du peuple, ils devraient le faire. Mais s'ils sont, je dirais, imbus de leur pouvoir, de leur rôle prépondérant et prééminent aujourd'hui, conféré à travers ce rapport de force qui se joue au Parlement, on comprend bien qu'ils ne se voient pas redevables. Et l'analyse s'interroge sur les réelles motivations qui peuvent pousser des hommes de ce rang, au détour de cette rencontre, à ne pas vouloir communiquer, ne serait-ce que pour rassurer leurs militants et les électeurs. Oui, interrogation légitime, parce qu'à l'issue d'une telle rencontre au sommet entre deux partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État, l'analyste que je suis s'attend à un communiqué officiel, même s'il n'y a pas eu de rencontre en tête-à-tête. C'est une rencontre des deux chefs de partis politiques élargie à certains membres. Et donc, il y a comme une certaine opacité autour de tout ce qui a été pris comme décision. Et je ne sais pas si c'est vraiment une rencontre où des vérités ont pu être dites, ou c'est juste des rencontres de façade un peu, pour montrer aux populations qu'on est à l'approche des élections, qu'on est à la veille des élections générales. C'est vrai, il faut rappeler qu'en 91, il y a eu les élections générales au Bénin, donc ce n'est pas la première fois qu'on fait des élections générales au Bénin. Ce qui aujourd'hui pose problème, c'est que sur le terrain, on constate qu'il y a quand même des points d'achoppement. Vous entendez tous les jours, tous les week-ends pratiquement, qu'il y a des élus de tel parti politique qui ont migré vers tel autre parti politique. C'est un aspect que nous allons aborder tout à l'heure. Et vous voyez, sur le terrain également, vous constatez que oui, ils ont des difficultés pour désigner les chefs de village et tout, à l'aune des résultats des élections communales de 2020. Il y a beaucoup de questions et on se demande à la fin si ces rencontres ont lieu pour vraiment conforter la base ou si c'est juste pour montrer juste qu'on échange et qu'on tourne autour des questions. Je pense que ce qui manque fondamentalement à nos acteurs politiques aujourd'hui, au haut perché, c'est la communication. Ils ne veulent pas communiquer, il y a cette opacité qu'il faut dénoncer, alors même qu'on a besoin d'être informés. Ils ont besoin de rassurer, pas forcément nous, mais de rassurer leurs militants, leurs mandants pour leur dire attention, ce que vous faites là, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites, nous sommes d'un même bord politique, nous sommes de la mouvance présidentielle et nous devons resserrer les liens. L'autre souci également, c'est par rapport aux autres partis politiques. Ils ne sont pas les seuls à soutenir les actions de Patrice Talon. Oui. Il y a par exemple Mouel Bénin, qui est également une force politique. Il y a aussi RN,
qui a une formation politique, encore que les accords de coalition parlementaire ne disent pas forcément que c'est seulement ceux qui ont des députés, des élus, qui peuvent conclure cet accord-là. On dit, il y a accord de coalition parlementaire, mais seules les deux formations politiques ou les formations politiques qui parviennent à avoir au moins 10% de ces suffrages dans ces circonscriptions électorales-là, c'est cette formation-là. Voilà, c'est de ces deux formations qu'on tient compte pour la distribution des sièges. Donc je pense qu'à ce stade-ci, on devrait déjà voir, oui, les deux formations politiques ont des élus communaux, municipaux, des élus au plan national et tout, mais on veut voir à leur côté également les autres formations politiques parce qu'on ne sait jamais, les autres pourraient jouer comme vous l'avez dit, comme il a dit, autour du fait. Oui, d'accord, oui. Oui, Omar Salouf, nous sommes en plein dans la réelle politique, hein, avec ce que nous observons aujourd'hui, que des acteurs politiques de ce rang, qui plus est, les toutes premières personnalités de ces formations politiques se retrouvent et échangent. Est-ce qu'on devrait s'offusquer du fait qu'il n'y ait pas eu un communiqué officiel qui puisse nous dire, oui, nous nous sommes rencontrés, voici les questions sur lesquelles nous nous sommes prononcés et voilà les solutions auxquelles nous sommes parvenus à avoir. Bon, je dirais que c'est légitime pour un citoyen lambda de réclamer un communiqué au sortir d'une séance pareille. Mais il faut tout de même comprendre que l'UPBR, au-delà de ce qu'on pourrait croire, ont leurs difficultés. Vous l'avez dit l'UPR. L'UPR. Vous avez dit l'UPBR. Ok, d'accord. Comme si vous avez dit quoi déjà. Le renouveau. Voilà. L'UP, le renouveau et le Bloc républicain, ils ont leurs difficultés. Et ces difficultés, il faut en parler. Il faut, étant, d'aucuns disent que l'UP, le renouveau et le Bloc républicain sont issus des mêmes gonades politiques, mais qu'ils ont été engendrés dans deux utérus différents. Ils sont même chose sur les terrains politiques, à une différence qu'ils ne sont pas... ils n'ont pas la même idéologie. Ils n'ont pas la même idéologie. Ni les mêmes militants. Mais dans un cadre, dans un contexte où nous sommes à l'approche des élections, dans un contexte où, malgré qu'on soit du même bord politique, il y a des migrations qui se font tous les jours ou presque toutes les semaines, dans un contexte où rien n'est gagné d'avance, c'est normal que les deux présidents, les deux partis politiques, peut-être élargis aux autres partis de la mouvance présidentielle, se parlent. Mais il ne faut pas oublier non plus que le contexte est tel que chacun se regarde, tous les partis se regardent, nul ne veut ébruiter les conciliabules, nul ne veut faire sortir les démarches qui se font dans l'ombre. Chacun se regarde comme si on attendait une date précise pour commencer par sortir les stratégies. Et donc, dans ce contexte-là, je trouve normal que quand le président de l'UP Le Renouveau et celui du Bloc républicain se retrouvent, je trouve ça normal qu'ils se séparent. D'abord, ils se parlent en séance close, ils se définissent les stratégies, ils s'entendent sur les points, ils se disent comment faire pour que, dans les jours à venir, les transhumances politiques cessent. Ils se disent comment ils doivent faire pour que vous pensez les chefs de quartier et de village à la base, sur la base des élections de 2020, soient désignés. Parce qu'entre 2020 et aujourd'hui, des transhumances ont été effectuées du Bloc républicain vers l'UP Le Renouveau et vice-versa. Et donc, si un chef de quartier était en 2020 Bloc républicain et qu'aujourd'hui, il est devenu UP Le Renouveau, comment il faut traiter Oui, mais quand ils ont fini de se dire tout ça, et d'explorer ces différents terrains, c'est d'informer les populations, d'informer leurs militants, leurs mandants à la base pour dire attention, tel comportement de tel que vous avez eu, nous déplorons ça avec la dernière rigueur. Parce que justement, n'oubliez pas, parce que n'oubliez pas qu'en plein processus électoral dans ce pays, il y a des chefs de quartier qui ont démissionné d'un bloc de la mouvance présidentielle pour notre bloc parce que justement, ils n'ont pas été positionnés ou parce qu'ils voient déjà en un positionnement donné que ce n'est pas celui qui ou celle qu'ils espèrent avoir à se poser. Donc je pense que c'est des éléments sur lesquels le silence est parfois, c'est pas ravageur. Est-ce que vous pensez que les partis peuvent régler cette question? Le mutisme peut être d'une stratégie politique. Une stratégie adoptée par l'UP Le Renouveau et le Bloc républicain pour avancer dans les jours, dans un même camp politique, vous quittez une formation politique toujours dans le même camp politique pour une autre. Est-ce que les partis peuvent arrêter ça? Je vais peut-être vous surprendre. Oui, dites-nous.
je ne spécule pas sur ce que des chefs de parti auraient pu se dire au détour d'une rencontre. Je suis un journaliste, je m'accroche aux faits. Mais j'estime, pour ma part, que nos hommes politiques ne sont pas conséquents vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que la question de la transhumance agitée, elle a ses sources du fait de l'insuffisance des tests qui, aujourd'hui, au sein même des partis politiques, n'interdisent pas les transhumances. C'est peut-être au niveau de l'Assemblée nationale que la chose n'est pas possible. Mais au niveau des formations politiques, cette transhumance est facilitée de par les tests propres aux partis politiques. Et mieux, nous voyons avec quelle, je dirais, propagande, quelle spéculation les chefs de parti se réunissent pour accueillir des prétendus leaders au niveau de certaines circonscriptions électorales au motif qu'ils ont déniché de gros passants. Mais non, soyons sincères. Si les partis politiques fonctionnaient sur la base d'idéologie, je ne vois pas des élus de ces partis ou des membres de ces partis démissionner au gré de leur calcul du moment. Puisque ce qui fonde justement cette transhumance, ces allées-venues, c'est la guerre des positionnements. Et si vous voyez bien, au niveau de l'UP ou du BR, les dinosaures politiques choisissent leur formation politique par rapport aux forces en présence ou en face, si vous voulez. Donc, si j'ai des dinosaures de ma circonscription électorale qui sont déjà au BR et que je veux m'octroyer une chance d'être candidat dans ma circonscription électorale, je vais à l'Union progressiste de renouveau. Si je suis donc de la mouvance présidentielle, c'est ce choix que je fais. Et ce calcul, ça milite à ce que nous observons aujourd'hui. Et ça sera la même chose aussi lors des élections générales. Et ne soyez pas surpris de voir, par exemple, des gens recalés au niveau des partis soutenant l'action du gouvernement se retrouvant sur la liste des démocrates et autres, puisque Boni Yahi aura le beau rôle d'être recruteur. Lui qui connaît tout le personnel pratiquement politique qui se retrouve aujourd'hui dans la mouvance et qui se réclame mouvancier contre ceux qui animent aujourd'hui l'opposition. Voilà donc que nous sommes dans une dynamique qui ne faiblit pas, ce que vous dénoncez, oui. C'est les mêmes. Est-ce qu'il y a une solution à cela? Non, je pense que c'est, comme il a dit, il faut une volonté des acteurs politiques eux-mêmes, parce que c'est comme une tradition qui se pérennise à la veille de chaque élection. Vous allez voir, on a tout fait de quitter un camp pour aller dans un autre camp, parce qu'on a senti peut-être les bruits de couloir. Oui, qu'on n'a pas de place là-bas. Il n'y a pas de place. Écho de ce qu'il n'y a pas de place, que vous ne serez pas positionné. Et puis, donc, non, je pense qu'il faut que la réforme du système partisan puisse également essayer de corriger cet aspect de la chose, parce que depuis que la réforme est là, on a constaté qu'il y a des gens qui démissionnent d'un parti X pour un parti Y, et ça continue. Et le problème est plus présent quand il s'agit des élections. Quand on est à la veille des élections, on constate qu'il y a beaucoup qui quittent leur parti d'origine pour un autre parti. Et je pense qu'il faut corriger ça. Mais l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que est-ce qu'on va attendre forcément un communiqué de ces dirigeants de partis politiques? Je pense que je voudrais m'en tenir aux faits et aux propos du président de la République, qui dit que c'est à 6 mois des élections que tout va se jouer. Et lui-même, il est allé jusqu'à dire qu'il n'est pas du genre à faire la promotion de ses proches. Et je me dis, même les partis soutenant ces actions, le chef de l'État a un mot à dire par rapport à tout ce qui va se passer au sein de ces partis-là. Et donc, ces rencontres, ils vont faire les rencontres, ils vont faire des négociations. Peut-être que c'est un travail qu'il faut au préalable pour que le moment venu, il y aura l'arbitrage du chef de l'État. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de difficulté en ce qui concerne. Je pense que... Ils soutiennent ces actions. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, ils n'ont pas, pour le moment, écoutez, pour le moment, ils surfent sur les réalisations du chef de l'État. Et quand vous entendez leur discours, c'est des partis, ce sont des partis qui sont au pouvoir pratiquement. Oui, 2026, ces rencontres au sommet participent du fonctionnement des partis politiques. Il faut qu'on distingue les rôles. La volonté du président ne peut pas régenter des chefs de partis qui se retrouvent de dire ce sur quoi ils ont parlé. Parce que entre la volonté du président d'être acteur principal de l'organisation de sa succession, il y a le fonctionnement de ces partis politiques dits nationaux qui relèvent des pouvoirs propres à Biotchane et à Djobounou. Mais ça peut faire partie d'une stratégie. Je pense que 2026, ce n'est pas que la présidentielle.
il y a les communales, il y a les législatives. Et je ne pense pas que le chef de l'État aurait ses yeux jusqu'à tous les niveaux de cette sphère politique-là. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. On a eu l'expérience. Oui. On a eu l'expérience que Patrice Talon n'est pas à sa première élection. Il ne sera pas à sa première élection du tout. Les communales et les législatives passent avant la présidentielle, quoique le dépôt des dossiers a renversé un peu les choses. Mais je pense que quand deux présidents comme ça se rencontrent, c'est pour définir les stratégies, pour ne pas se marcher dessus sur le terrain. Mais ils se marchent dessus tout le temps, non? Quand les gens migrent d'un parti politique vers un autre parti politique, à leurs yeux, à leur barbe, et qu'il n'y a même pas de représailles, il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Et quand je pense que c'est pas bien. C'est même péjoratif. Quand des leaders, des comme ça, des élus, c'est pas bon. On a l'impression à la fin qu'il y a une hypocrisie vachement organisée qui veut qu'on pense, qu'on dise oui, nous sommes aux côtés de Patrice Talon, nous sommes des bébés siamois et donc nous soutenons. C'est de fou. Je pense que c'est ce qu'on est en train de dénoncer, n'est-ce pas? Oui. Mais rien ne nous prouve. Et donc pour cela, il ne faut pas spéculer sur la rencontre, mais il faut qu'on nous donne des éléments d'analyse à travers un communiqué officiel, qu'on dise voici les points que nous avons, et donc ces communiqués pour les discipliner. Et comme il a dit, la transhumance au sein des partis, de ces partis politiques pour dire migration ou migratoire et tout, c'est lié, c'est du fait même des tests de ces partis politiques-là. Parce que, oui, si la désignation, par exemple, d'un élu ou d'un candidat était, par exemple, organisée par des tests, où on sait que ça part de la base, et donc c'est la base qui désigne, personne ne tiendrait compte de ces calculs personnels ou individuels pour démissionner parce que, oui, il sent que, oui, parce que moi je travaille sur le terrain, alors que je travaille sur le terrain, c'est tel autre candidat qu'on veut positionner ou c'est tel autre leader qu'on veut positionner. C'est ça qui crée ces histoires de transhumance. Vous avez dit, par exemple, qu'il n'y a pas un test qui régit ou interdit les transhumances. L'adhésion ou la démission. La démission. C'est ça surtout. Il n'y a pas un test. Donc, les présidents de partis ne peuvent pas se réunir, sortir un communiqué pour interdire ce fait, par exemple. Et donc, en termes de stratégie politique, ils peuvent se parler, ils peuvent s'entendre sur des stratégies que nous, peut-être, on ne serait pas... Donc, quand un de mes militants veut venir, il faut refuser. Voilà. Ça peut être une stratégie. Alors ça, c'est des débats de politique. C'est déjà le dit dans ce communiqué. Voici les points que nous avons, eu en discussion. Et donc, les leaders savent que ces différents points préoccupent le leader au plus haut niveau. Et donc, n'oubliez pas aussi la décision ou la position du chef de l'État qui a dit que lui va s'opiner à 6 mois des élections. Non, mais c'est ça le fonctionnement. On est dans le cas de fonctionnement des partis. Oui, le chef de l'État. Donc, il faut dire écoutez, dans ce débat. Notre manière de faire la politique au Bénin confond parfois tout. Il faut être d'accord avec ça. Et donc, quand le chef de l'État dit... Je ne suis pas que vous régentez nos hommes politiques à ça, quoi. Non, ils sont si les hommes politiques eux-mêmes... En tout cas, de ce rang-là, président du Bloc républicain et président de l'Union. Les hommes politiques eux-mêmes, mais ils gèrent des partis politiques. Visiblement une déclaration du chef de l'État. C'est des entités politiques. On ne fera que relever ça. On constate que parce que le chef de l'État a dit qu'il va s'exprimer à 6 mois des élections, tout semble aller dans ce sens-là. Exactement. Au niveau des formations politiques soutenant les actions du président. C'est quelque chose qui nous empêche aujourd'hui de nous dire quel est le candidat. Alors, le constate souvent, et bien souvent, et plus régulièrement d'ailleurs, ce sont les deux formations politiques de la majorité présidentielle que nous voyons se parler beaucoup plus souvent. Je veux parler du BR, de l'UPR. Quelle place pour les autres? Je veux parler de Moël Bénin, je veux parler de Renaissance nationale, qui sont également des partis qui soutiennent l'action du chef de l'État. Ne sont-ils pas pris en compte par les deux géants dans leur discussion? Non, je pense que Patrice Talon a déjà donné le ton en faisant des leaders de ces deux formations politiques des ministres conseillers, je crois. Et donc, comme il avait dit il y a un bout de temps, à savoir qu'il fera la promotion de ces formations politiques, ça veut dire qu'aujourd'hui, il monte le seau, il monte le puits et la corde. Il revient à ces leaders de formations politiques-là. En nommant ces deux acteurs politiques, est-ce que c'est la promotion des deux formations politiques, la promotion des deux principaux leaders de ces deux formations politiques? En fait, que ce soit la promotion de ces leaders ou la promotion des formations politiques, c'est déjà de la visibilité qu'il donne à ces leaders-là. À savoir que oui, vous êtes leader de formations politiques, je vous nomme ministre conseiller. Maintenant, tout dépendra des résultats qu'ils feront
ou des négociations qu'ils feront pour la présidentielle, pour les législatives et consorts. Parce que justement, au profit de leur parti. Parce que si jamais ils se taisent et qu'ils pensent que nous sommes déjà ministres conseillers, ça suffit. On nous a déjà donné le biberon avec du bon lait, du lait avec du miel, et donc ça suffit. S'ils se taisent, c'est qu'ils ne seront là que pour essuyer, pour être les partis satellitaires. Donc aujourd'hui, je pense que ce soit RN, Renaissance Nationale ou Moël Bénin, ils ont à jouer un rôle clé dans l'animation de la vie politique et c'est ce qui se fait déjà, je crois, à travers les différentes... Mais sauf qu'à ce niveau également, on constate que ces partis politiques, bon, pour la plupart, satellites, veulent rester dans leur position satellite, ils ne font pratiquement pas grand-chose. Oui, dans la CO. Non, il faut quand même observer qu'il y a eu tentative de rapprochement et de désamour entre l'ancienne formation devenue Renaissance Nationale et le BR. Et on a observé aussi que Moël Bénin est suffisamment très critique vis-à-vis de certaines formations politiques, en tout cas sur sa vision, on va dire, holistique de certaines réformes, aussi bien électorales portées par ceux qui sont à l'Assemblée nationale que d'autres acteurs politiques. Donc, pour qu'il y ait rapprochement, il faut qu'il y ait une main tendue. Moi, je trouve que le rapprochement de ces formations soutenant l'action du gouvernement se fait au niveau du chef, notamment le président de la République, Patrice Talon, qui en avait déjà donné les lignes directrices à travers la nomination des préfets, le préfet du Mono qui est du Moël Bénin, et celui de l'UEME qui est en attendant de maintenant plébisciter à un niveau, je dirais, plus élevé, les responsables de ces formations politiques. Et justement, je trouve que le danger qui guette ces chefs de parti devenus ministre conseiller est depuis un moment très actif au niveau donc, de l'occupation du terrain dans le champ plutôt gouvernemental. Le danger, disais-je, c'est de refuser de faire les débats qui sied en ce moment précis au sein des formations politiques. Parce que le débat sur la sécession ne se fixe pas que sur les candidats ou les potentiels candidats. Il y a d'abord l'approche, les problématiques de la gouvernance à partir de 2026. Et ces sujets-là doivent être débattus au sein des formations politiques. Et j'ai bien peur que l'hyperactivisme de ces ministres conseillers ne puisse noyer cet élan, en tout cas, vu l'agenda qui presse. Après, ils n'ont pas le même poids que les autres. Et donc, il y a un rapport de force qui se joue à travers cette discrimination, puisque le BR est représenté au Parlement, l'Union progressive de renouveau est représentée au Parlement, eux, jusqu'à date, ils n'ont qu'un élu, aussi bien local, que communal, que législatif. Donc, souffrait qu'on ne puisse pas les loger à la même enseigne dans ce débat sur, si je veux reprendre l'analyse de mes co-débatteurs, sur les stratégies. Bon, je mets ça en griffe, parce que pour moi, on n'est pas encore à l'heure des stratégies. Oui, je pense qu'avec les nouvelles réformes, il faut quand même que le parti puisse avoir un ancrage, surtout dans toutes les circonscriptions électorales. Les partis que vous avez cités, je ne crois pas que ces partis ont des ancrages, parce que la preuve d'un ancrage, c'est qu'il faut qu'il y ait des élus. Ils n'ont pas d'élus. Ils y travaillent. Et ils vont certainement y parvenir. Je veux bien croire. L'autre chose, c'est qu'il faut voir le choix de ces acteurs, enfin de ces dirigeants comme ministres conseillers, un peu comme une façon de les intéresser, de leur dire prenez votre part du gâteau, même si en 2026 il n'y a rien, vous allez faire avec. Si gâteau il y a vraiment. Non, en fait c'est une façon de ficher hématiser. Donc c'est pour dire quoi? Parce qu'il y a des gâteaux salés, très salés d'ailleurs. Exactement. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que en matière politique, le parti, ce n'est pas forcément le dirigeant qu'on voit, c'est une base. Est-ce que véritablement ils ont des bases? C'est vrai qu'ils ont des ambitions, quand vous les écoutez dans leur discours, avant d'être nommés ministre conseiller, ils ont des ambitions. Je pense que pour Moël Bénin, l'ambition est grande comme ça. Et c'est la promotion du consommation local. Je pense que c'est bon tout ça. Mais quand on finit de faire tout ça, est-ce que sur le terrain, est-ce qu'on a des élus? C'est de ça qu'il s'agit, parce que le débat qui se fera en 2026, pour les partis soutenant les actions du chef de l'État, ça commence par ça. Est-ce que vous avez des élus? Ça doit commencer par là. Ils font le travail pour avoir des élus. Maintenant, après tout ça, si on loge ceux qui ont des élus, aussi bien au niveau des mairies, au niveau du Parlement, et les autres qui n'ont pas d'élus, c'est sûr qu'ils n'auront pas les mêmes. Attention, ça n'est pas évident. Maintenant, dans le choix,
pour les positionnements, pour les élections de 2026 également. Je pense que ça va se jouer là. Et donc, il va falloir des négociations. Il va falloir des concessions pour que la chose soit effective, à mon avis. Oui, dans la constitution des dossiers pour l'obtention du récépissé définitif, il fallait 15 membres par commune. Donc, Moël Béné a au moins 15 membres. Mais je parle d'élus, environ 1200. Je parle d'élus en fait. Oui, mais non, attendez. Donc, de base, ils ont au moins 15 membres, 15 militants par commune. Ensuite, ils ont préfet, ils ont ministre conseiller. Le préfet, c'est pas un faux sélecteur. Le chef de l'État a peut-être vu loin en sachant que, à défaut d'avoir des élus, ils peuvent jouer les troubles faits. Et donc, il faut, comme tu l'as dit, déjà les contenter, les calmer pour qu'ils ne se mettent pas, comme on le dit, pour qu'ils ne mettent pas le sable dans le gari. Surtout qu'à un moment donné, ils ont refusé de fusionner. Ils ont refusé de fusionner. Vous savez, à défaut d'être bon quelque part, on peut décider d'être mauvais pour tout chambouler. C'est vrai que dans le contexte actuel, la Renaissance nationale n'a pas une vue large ou bien n'a pas une assise nationale. Parfois, on se demande, Moël Béné, Renaissance nationale, ils ont leur fief où? Ils ont leur base politique où? On se pose ces Le fief, c'est sur le plan national. Le fief, c'est sur le plan national. D'accord. Maintenant, dans un contexte comme ça, pour fusionner tout le monde, pour mettre tout le monde d'accord, je crois que la meilleure formule serait, au-delà des accords qu'il pourrait avoir, accords de gouvernance, accords législatifs et tout, il faut savoir combien ou comment positionner un ou deux membres ou quelques membres de cette formation politique-là pour participer aux différentes élections pour que on ne trouve pas uniquement l'UP Le Renouveau ou le Bloc républicain sur les listes dans la compétition électorale. Dit par exemple que la Renaissance nationale va présenter ses candidats parallèlement au Bloc républicain ou à l'UP Le Renouveau, ça ne ferait pas du bien à la mouvance. Non, pourquoi vous le dites? L'accord de coalition parlementaire. Parce que l'accord de coalition parlementaire ne prend effet qu'après les élections. C'est ça normalement. C'est que chacun va avec son identité, avec son logo, avec sa liste. Donc il n'est pas possible pour quelqu'un, par exemple de Moël Bénin, de se faire positionner sur la liste de BR. Non, pas du tout. Donc BR aura sa liste, et puis le Renouveau a sa liste, les démocrates aussi auront leur liste. Encore que là, les tests, et c'est là que je vois un peu cette, je ne dirais pas cette, ce flou où on dit par exemple que accord de coalition parlementaire, oui, on vous permet de conclure cet accord, mais que c'est les partis qui ont réuni les 10%, déjà 10% de suffrages au plan national, qui vont pouvoir mettre en œuvre cet accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les 4 partis qui soutiennent Patrice Talon aujourd'hui se mettent ensemble, on verra à la fin de l'élection si Moël Bénin a eu 10%, c'est bon. Si RN a eu 10%, c'est bon. Donc, si les autres ont peut-être 8% ou 7%, on ne tiendra compte que les forces politiques qui ont les 10% pour le choix. Donc, moi, à l'opposé de votre raisonnement, je ne vois pas la nomination de ces leaders, de Moël Bénin et de RN comme étant du calmant. Moi, je prends ça plutôt pour du dopant. Parce qu'en réalité, vous les voyez sur le terrain aujourd'hui, en train de parler, ils portent l'action du gouvernement et ils sillonnent pratiquement tout le Bénin. J'ai à la fin l'impression que Patrice Talon les a positionnés pour leur permettre de se faire un petit beurre sur le dos des forces politiques qui disent je suis assez puissant. S'ils savent vraiment utiliser cette baguette que Patrice Talon leur a donnée. Est-ce que vous voyez la chose de la même manière que Herman? Il y a un mot qui me dérange un peu. J'ai continué par analyser. Ça va être une insulte aux militants de ces formations politiques de penser, à moins, je peux me tromper, même si les chefs de ces partis politiques jouent ce jeu prétendu de trop fait, je ne vois pas les militants dans cette action. Et si vous analysez les derniers résultats de ces formations politiques, vous auriez remarqué qu'ils ont fait quand même des percées dans certaines communes à travers les têtes de liste ou les candidats qui ont porté les listes. Donc, moi j'ai encore la foi aujourd'hui que beaucoup d'acteurs politiques vont dans les formations politiques parce qu'ils croient à leur idéologie, ils croient aux ambitions qui ont fondé l'essence de ces partis-là et ne sont pas utilisés
je dirais à tort ou à raison. Je veux bien le croire, même si je ne suis pas dans la peau des responsables de partis prétendus jouant le rôle de trompette. Une affaire à suivre de très près. On va continuer de scruter l'horizon, parlant justement de ces formations politiques, notamment dans le camp de la majorité présidentielle, et voir ce qui est en train de se tramer, de se préparer. Alors, un autre sujet, une affaire de corruption d'agents publics qui défraie la chronique. Et la dernière, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment cette décision du juge des libertés qui a ordonné jeudi dernier l'incarcération du président de cette formation politique, le libéral, je veux nommer Richard Bodiwourou, et ces deux co-accusés qui se trouvent être des cadres du ministère de l'Intérieur. Une affaire de corruption politique qui branle donc un parti politique. Ma question, messieurs, le libéral qui aurait obtenu son récépissé provisoire récemment de manière frauduleuse, est-il appelé à disparaître à peine né? Bon, si les faits sont avérés et qu'il a été démontré que le récépissé a été obtenu dans des conditions qui ne sont pas autorisées par la loi, la justice va continuer son travail et le ministère de l'Intérieur va certainement ordonner que le récépissé soit retiré. Si la justice, au bout du processus ou bien au bout du procès, il s'est avéré que des faits de corruption ont été vraiment réels. Et donc, on parlera peut-être de mort-né ou de né-mort pour le libéral. Et puis bon, la politique va continuer. Un triste destin pour un parti qui veut autrement faire la politique? Changer un peu les donnes chez nous, au Bénin? Oui et non. Oui, dans la mesure où aussi le parti tournait autour de lui. Aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est quelles sont les chances du président de ce parti de se sortir de pétrin, en fait. Et cette question, je ne suis pas je ne suis pas le seul à me poser cette question. Et je dis, on n'a pas besoin d'être forcément un sachant ou un initié à la réflexion politique pour pouvoir le savoir, parce que ces chances sont minces, puisque c'est la loi, et quelqu'un sur le plateau avait animé une rubrique parlant de la loi elle est due, mais elle est la loi. Exactement, la loi elle est due, mais elle est la loi. Et donc je pense que nous sommes dans un état de droit et ce sont les lois qui gouvernent. Et c'est vrai, il a rappelé, le récépissé a été obtenu dans des conditions peu orthodoxes. L'affaire est pendant devant sinon on sentit aux déclarations du procureur spécial près la Criette, M. Mario. Donc je pense que c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui est quand même venu de Montréal au Canada et qui est venu inverser la tendance, qui est venu quand même avec de très belles ambitions. Seulement que beaucoup d'observateurs politiques lui reprochent son agitation, et que quand on vient dans un pays où il y a des réformes politiques, un certain nombre de choses, il faut quand même essayer de faire les choses suivant les réformes politiques en place. Je pense que depuis le jeudi dernier, on nous parle de son incarcération. Espérons que malgré le fait qu'il soit incarcéré, que ce parti puisse continuer et pas exister. Parce qu'on l'a dit, avec la réforme du système partisan, ce ne sont plus les hommes forts, mais ce sont les partis forts. Et donc quand on arrête le président du parti, le parti normalement doit continuer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que si c'est comme ça, si le parti est structuré de cette façon, le parti peut continuer, pas exister, malgré le fait qu'il soit, qu'il ait des difficultés. Mais qu'il soit dans les lignes de la détention. Exactement. Alors oui, on parle d'une formation politique qui se résume autour d'une personnalité. Malheureusement, la personnalité est en difficulté. Quel est le sort de cette formation politique? Prudent Nassehou, va-t-il disparaître, le parti? Et ou est-ce que les membres qui sont encore là vont continuer par animer cette formation politique en travaillant à véritablement obtenir le récépissé dans les règles de l'art, dans les normes? Il reviendra aux autres membres de cette formation politique qui partagent certainement cette idéologie dite centriste d'en donner la preuve de leur conviction, de leur engagement et de leur militantisme politique. Mais j'ai bien peur que le show médiatique puisse manquer à l'appel, que cette envie de vendre le rêve ou le luxe puisse manquer à l'appel. Parce que tout ce que j'évoque là est caractériel au président.
Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'incarnent au sein du parti? Je ne saurais, je ne saurais le dire. Mais toutefois, je dis, si les gens sont retrouvés par affinité, porteurs de la même cause, de la même idéologie, le combat doit pouvoir se poursuivre. Mais attention, nous sommes dans une matière, on va dire, sensible, qui relève de la criette, fait de corruption. Mais après, il y a l'existence légale du parti qui relève de l'administratif. Et ce contentieux va être déféré certainement, si on en arrivait, devant, je crois, le juge administratif. Et donc, pour moi, il n'y a pas de confusion possible. Le dossier au rôle au niveau de la criette porte sur des faits qui relèvent des compétences de la criette. Mais pour ce qui est, parce que dans le fond, est-ce qu'aujourd'hui, le parti n'a pas satisfait aux obligations administratives? On peut dire oui, même si des cadres ont aidé dans une certaine mesure en abusant de leurs fonctions ou en faisant d'actes répréhensibles, même s'ils l'ont fait, c'est que quelque part, et ça c'est sûr après, quelque part, le parti a rempli les obligations. Maintenant, est-ce que le ministère en arriverait sur d'autres éléments que nous n'avons pas aujourd'hui à leur retirer le récépissé? Il leur reviendra de saisir le juge administratif qui a apprécié le fond et nous pourrons toujours en parler avec aisance. La suite. Richard Boni-Worou ne nous a pas donné l'occasion de plus de lisibilité dans ses actions parce qu'on a vu quelqu'un qui critiquait Patrice Talon quand il était à Montréal, Canada, hors du territoire, et quelqu'un qui, une fois au Bécaye, s'est plongé dans une sorte de jure à l'endroit de l'opposition et tout. Et donc aujourd'hui, on se demande si son parti politique, quoi qu'il ait obtenu récépissé et provisoire, va vraiment survivre de ces déboires. Je pense que non. Je ne sais pas si Richard Boni-Worou a vraiment su réunir autour de lui des gens qui partageaient effectivement la même vision que lui, des gens qui savaient ce que c'est que la politique au Bénin. On verra bien. Est-ce que ceux-là vont pouvoir prendre le relais, organiser le parti et tout, encore qu'il faut rappeler, le récépissé n'est que provisoire, il lui faut avoir des récépissés définitifs. Et après, il lui faudra également négocier les parrainages pour pouvoir aller aux élections, à l'élection présidentielle, ensuite les législatifs et tout. Est-ce que dans tous ces cheminements-là, ce chemin de croix-là, est-ce que le parti pourra s'en sortir? Pour moi, je pense que c'est un parti mort-né. Merci, messieurs. Merci beaucoup. On va poursuivre, mais avant, je dis un grand merci à Prudent Nasséou qui a bravé tout un grand programme pour être avec nous. Merci à vous. Omar Salouf, Herman Niamboussou, merci bien. Et Sergino Lokossou, merci à vous de même. Nous allons poursuivre et cette fois-ci, on va donner la parole à un acteur politique qui va revenir un peu sur cette rencontre entre le Bloc républicain et puis l'Union progressiste, le Renouveau. Benoît Assoin-Degla est membre du bureau politique national de la direction exécutive nationale du Parti Bloc républicain. Il est député à l'Assemblée nationale. Il est notre invité en toute franchise. Nous entamons la dernière partie de ce grand rendez-vous avec notre invité en toute franchise. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes donc en toute franchise avec notre invité, Benoît Degla. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Bienvenue. Merci. Vous êtes membre du bureau politique national du Parti Bloc républicain. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. D'entrée dans cet entretien, je sais que vous n'êtes pas sans évoquer la présidentielle de 2016. Et je partage avec vous la une de ce journal. Il s'agit du quotidien Matin Libre qui, dans sa parution du jeudi 22 mai, titre « Présidentielle de 2026, les lignes bougent enfin. Choix libre donné à l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain ». Quand vous avez vu la une de ce journal, quelle a été votre réaction? Merci. Est-ce que ça traduit la réalité? Mon cher ami, monsieur le journaliste. Vous voyez, il y a quelques mois de cela, on nous disait que, en début du mois, on nous disait que dans les semaines qui allaient suivre, qu'on connaîtrait le duo candidat de la mouvance. Nous sommes aujourd'hui au 22, 23 mai, je crois. Oui. Et une information encore comme celle-là sort. La source, je vais vous demander quelle est la source. C'est un confrère à vous qui a écrit.
Et puis, vous avez dit, je suis membre du bureau politique du BR et je suis membre du bureau exécutif. Exécutif, oui. Donc, il y a des informations quand même qui ne devraient pas me mettre étrangères. Alors, à la date où je vous parle, on n'a pas encore eu cette rencontre au niveau du bureau, au niveau du parti, pour aborder ce sujet-là. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, mais quand on dit comme ça que les lignes bougent... Que les lignes bougent, oui. Les lignes bougent, oui. Écoutez, octobre n'est plus loin. Donc, c'est une façon peut-être d'inciter. C'est une façon de... Octobre, c'est plus loin, c'est peut-être une façon d'inciter les partis à vite désigner les candidats pour qu'on les connaisse. Ça peut être ça, mais sinon que les lignes bougent, oui, nous sommes à 2-3 mois d'octobre. Et on devrait quand même connaître les candidats. Les candidats, oui. Est-ce que vous qui êtes un acteur politique très habitué à ce genre d'événements, quand on parle d'élections présidentielles, ça vous dérange pas un peu qu'on soit à quelques mois de la présidentielle, que bon, pratiquement, c'est l'omerta dans les formations politiques, le statu quo? Mais non, lorsqu'on a décidé de faire la politique autrement, à travers la charte des partis politiques, et lorsque nous avons un gouvernement qui s'attelle à développer ce pays, à révéler ce pays, vous voyez, on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Il faut se consacrer au développement. La politique va accompagner. La politique va illuminer le développement. Mais il est primordial pour que nos populations aient de l'eau, aient les routes, aient tant de choses qui lui font défaut. Vous avez constaté, nous étions à 200 partis politiques dans ce pays-là. L'année électorale était une année pratiquement déclarée non labourée. Non, est vrai. On passait tout le temps à travers la presse à organiser des séances de mobilisation, de sensibilisation, de déclaration. Ce qui faisait qu'on allait à 20-30 candidatures aux élections présidentielles. Aujourd'hui, on a trouvé que ça, c'est encombrant. Il faut aller à l'essentiel. Un candidat qui est bon, en 6 mois, s'il a un passé glorieux, s'il a un passé de bon manager, il peut se faire accepter par la population. S'il a un bon plan de société, il peut se faire accepter par l'association, par la société. Oui. C'est ce que nous voulons aujourd'hui dans ce pays-là. Il ne s'agit pas de déclarer candidat un an avant, passer tout le temps à ne rien faire. Et ça impacte négativement le développement du pays. Justement, vous avez parlé du développement. Est-ce que ce n'est pas une prérogative réservée aux gouvernants, au gouvernement? Vous êtes parti politique. Les partis politiques, comme l'a prévu la Constitution du Bénin, sont créés pour animer la vie politique. Mais oui, mais la vie politique, sans qu'on aborde le sujet des candidats, la vie politique est toujours animée. En tout cas, au niveau du BR, nous animons régulièrement et tout le temps le parti. Le parti est animé. Nous occupons le terrain. Donc, on n'attend pas les élections nécessairement. On n'attend pas de nous retrouver pour désigner un candidat. Le parti politique est fait pour animer, pour animer politiquement la société. Enfin, les militants, la société, la base et tout. Et ça s'est fait. Aujourd'hui, je vous rappelle encore que les tests que nous avons légitiment ce que je suis en train de dire. Parce que les partis politiques, s'ils doivent, en dehors, n'est-ce pas, de ce que leur confère la loi, parce que c'est animer la vie politique, c'est présenter des candidats aux différentes élections communales et législatives et autres, et présidentielles. Mais si ces partis-là, en dehors de, si ces partis-là doivent, et ça, le plus important d'abord, c'est mobiliser la base sur laquelle il faut compter pour pouvoir lever le petit doigt. Vous ne le faites pas et puis vous êtes candidat, ça sert à quoi? Alors, la discussion, est-ce que ça se fait déjà en votre sein? Qui sera candidat? Qui sera notre candidat Vous le saurez très très bientôt. Et c'est un bon candidat. Vous le saurez très bientôt. Vous avez déjà une figure désignée ou des figures qui sont désignées? Des figures à l'instant, c'est des figures désignées. Et il faudra est-ce qu'il y a des étapes à franchir? Ah oui, bien sûr. Oui, lesquelles par exemple? Écoutez, la première étape, c'est que tous ceux qui pensent qu'ils ont les compétences nécessaires puissent lever le doigt, candidater. Et après, il y a la sélection qui s'est faite. Après, il y a des phases de sélection, de discussion qui se font. Et après, il y a certains facteurs qui vont entrer en jeu pour qu'au finish, on puisse désigner quelqu'un dont on est sûr qu'il va gagner. Une liberté totale au niveau du bloc républicain? Oui, le chef de l'État a son mot à dire? Écoutez, ce serait être hypocrite que de dire que le chef d'État n'aura pas son mot à dire, parce que nous sommes de la mouvance. Et les deux partis politiques
nous travaillons en accord avec le chef de l'État. Comprenez, nous sommes des partis qui soutiennent l'action du gouvernement et ce n'est pas normal quand même, c'est pas normal que nous fassions le choix d'un candidat sans qu'il ne soit, sans l'informer, sans l'associer, c'est pas possible. Donc il le sera. Alors 2 enfants chéris du chef de l'État, je veux parler de l'UPR, d'un côté du bloc républicain, comment ça va se faire? Ça va se faire harmonieusement parce que nous sommes de la même maison. Oui. Ça va se faire harmonieusement, nous sommes de la même maison, comme je vous le répète, il n'y aura pas d'accro. Je pense que nous avons la maturité politique, nous avons le désir de conduire à bon port ce que le chef de l'État a commencé et que dans cette optique-là, nous allons sortir un duo candidat qui va vous épater. Alors, est-ce que c'est ce qui explique ces rencontres que nous avons de plus en plus entre le premier responsable du bloc républicain et le premier responsable du parti, de l'Union progressiste, le Renouveau, puisque en début de semaine, c'était le 19 mai dernier, pour être précis, les têtes de pont de cette deux formations politiques, Joseph Diogbenou et puis Abdoulaye Biotchane, se sont échangés, une énième rencontre, je dirais. Et cette fois, de quoi a-t-il été question? Vous savez, il y a un cadre de concertation entre nos partis. Oui. Donc il est tout à fait normal que de temps en temps, que nous nous retrouvions au siège de l'UPR ou au siège du BR. Et donc c'est ce qui se passe. À l'échéance, je ne vais pas vous dire, mais de toute façon, lorsque des sujets brûlants nécessitent que les responsables de nos partis politiques se retrouvent, ils le font tout naturellement. Donc ils abordent tous les sujets, et y compris ce dont vous parlez là avec insistance, le problème des prochaines élections, quoi qu'on dise, qui sont quand même importantes pour la nation tout entière. Maintenant, ce qui en est ressorti, ça c'est d'abord entre les deux, puis nous aurons certainement, au niveau des instances qui suivent, nous aurons les informations relatives à ce qui a été dit. Alors, la collaboration semble être parfaite. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que nous sommes partis au départ, notre déclaration au départ, c'est que nous accompagnons une personne. Nous accompagnons les actions du gouvernement que cette personne-là a mis en place. La vision de développement. La vision de développement. Et donc, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons l'accompagner jusqu'à la fin de son mandat. Et c'est ça, dans ce cadre-là, que nous évertuons, en dépit de quelques incompréhensions qu'il peut y avoir, de faire émerger toujours la cohésion entre nos deux groupes. Voilà, vous n'êtes pas que les seules formations politiques qui accompagnent l'action du gouvernement. Il y a d'autres formations politiques telles que Renaissance nationale, Moël Bénin et bien d'autres. Pourquoi on ne les voit pas bien souvent à vos côtés? Écoutez, nous sommes très honnêtes. Écoutez, les partis dont vous parlez actuellement, ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de maires, ils n'ont pas de conseillers, ils n'ont rien, ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de militants élus. Mais les débats qui se mènent, lorsqu'on va parler de parrainage, en quoi vont-ils être associés? C'est ça le problème. Les élections qui arrivent, le parrainage est un élément essentiel. En les associant, c'est peut-être qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour que nous ayons le projet de société soit consensuel, que nous ayons l'adhésion de la population, etc. etc. C'est ce qui va se faire. Mais on ne peut pas aller au-delà. Et pour le moment, que ceux qui ont C'est-à-dire que vous n'allez pas les porter, vous n'allez pas les accompagner, tout au moins pour avoir des députés, des conseillers comme ils ont. S'ils doivent être candidats, et s'ils doivent prendre part aux élections législatives ou communales, ils vont le faire, mais nous ne pouvons pas les porter. Nous avons d'abord à réaliser les bons résultats au sein de l'UPR ou du BR. Puisque sur le terrain, nous combattons. Il faut le dire, nous combattons. Mais dans un cadre bien précis, et la mouvance. Malgré la coordination, voilà. Malgré la collaboration que vous avez, vous allez vous combattre. Nous allons combattre l'UPR, bien entendu. Oui. Et comme l'UPR nous combattra. Mais oui. Vous voulez renverser la tendance? Mais oui, pourquoi pas? Vous avez 28 députés. Mais écoutez, attendez, est-ce qu'on vous a fait l'historique des 28 députés? Dites-nous. En matière de siège et en matière de suffrage émis, mais l'UPR nous dépasse d'un faible pourcentage. Oui. Mais oui, mais c'est le mode de calcul qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. Mais le travail que nous avons fait depuis ce moment-là, aujourd'hui, par l'occupation du terrain, par le renouvellement de nos instances, par la vitalisation et la redynamisation de nos structures, aujourd'hui,
nous ne faisons pas au niveau du BN, nous ne faisons pas de la politique folklore, les réseaux sociaux. Non, nous sommes au contact de la réalité. Et c'est ça. On vous sent très discret. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, oui, justement, je vous dis que nous ne faisons pas la politique réseaux sociaux, la politique fanfare. Non. Il faut occuper le terrain. Et occuper le terrain, ce n'est pas avec la télévision, ce n'est pas avec la fanfare. Une stratégie que vous pensez efficace? Mais elle est très efficace. Ah bon? Mais, Oui. oui, elle est très efficace parce que nous avons les retombées, nous avons ce qui nous revient de la base. Et vous voyez, les adhésions que nous avons, elles sont nombreuses. Les démissions d'autres partis, ceux qui désirent démission d'autres partis. Nous en avons tellement que parfois on se dit, mais non, il faut arrêter. Vous voulez arrêter? Parfois nous avons envie d'arrêter. Parce qu'on peut dépeupler des partis politiques dans certaines localités de notre pays. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes en train de travailler pour aller véritablement au front, pour conquérir une fois encore l'électorat, mais il y a un autre fait qui se traduira forcément dans la réalité. Quand on parle d'accord de gouvernance, d'accord législatif et bien d'autres, qu'est-ce que le citoyen doit comprendre de toutes ces terminologies? Oui, c'est un sujet d'actualité. Des explications ont été données depuis le vote de cette loi-là en 2020, depuis 2024. 2024, oui. Vous voyez, lorsque cette loi 2024-13 du 15 mars 2024 a été votée, les explications ont été données, ça continue d'être donné, mais puisque vous me posez ce problème, ce sujet ici, je vous dis exactement ce que c'est. Il faut retenir deux notions essentielles, qui est l'accord de gouvernance et puis l'accord législatif ou de législature. Oui. Alors, l'accord de gouvernance, c'est quoi? C'est des dispositions en rapport avec l'élection présidentielle du duo président. Oui. Du duo candidat, si vous voulez, président, vice-président. Et ce qui est précisé dans cette loi, c'est que plusieurs partis peuvent s'entendre pour, dans le cadre, n'est-ce pas, de la gestion future du pouvoir, peuvent s'entendre pour mettre en place le duo. Peuvent s'entendre pour mettre le duo. Oui. Cet accord doit au préalable être établi à la Sénat, avant même le dépôt de candidature. Donc, vous et moi, si nous sommes candidats, si vous êtes d'un parti politique et moi d'un autre parti politique, lorsque nous mettons d'accord pour dire, voilà, vous êtes le président, moi je suis le vice-président, nos partis en fait, oui, nos partis, oui. Et ils se mettent et rédigent l'accord au niveau de la Sénat. Et cet accord nous permet, n'est-ce pas, d'allier les candidats. Ou vous êtes président, ou c'est moi, ou vous vice-président, et moi le président. Donc c'est ça l'accord de gouvernance. Le second, qui est l'accord législatif ou de législatif comme vous voulez, c'est pour les élections législatives comme le nom le dit, Et vous savez, je vais rappeler ici que par rapport au premier déjà, c'est pour mobiliser, d'abord le premier cas, les élections présidentielles, il faut mobiliser un certain nombre de parrainages. De parrainages, oui. Alors, la modification intervenue au niveau du code électoral demande que les candidats puissent avoir 15% de parrainage issus du corps électoral qui est composé de députés et des maires. Donc nous avons 70 plus 109. Donc 15%, ça vous fait 28. 27,9, 28. Donc vous devez avoir 28 parrains. Alors si moi je ne l'ai pas le total, que vous en avez, on se met ensemble et puis nous constituons les 28 parrains. Et nous faisons un duo candidat. C'est ça. Oui. Alors pour les législatives, ce qui est prévu, c'est que le siège est validé simplement lorsque vous avez 20% dans chacune des circonscriptions du pays, dans chacune des 24 circonscriptions. Mais dans l'éventualité d'un défaut de 20%, vous pouvez déjà, avec d'autres partis politiques, signer des accords législatifs
dans les mêmes conditions que l'accord de gouvernance, c'est fait à la Sénat, avant même le dépôt de votre dossier de candidature. Mais seulement, il faudrait que chacun des partis, dans ces conditions-là, ait au moins les 10% sur le plan national. Sur le plan national, pour que vous puissiez valider cet accord-là. Voilà un peu ce que dit chacun des accords-là. Alors, qu'est-ce que vous recherchez? Ce qu'on recherche, c'est que le député soit vraiment national. Nous faisons appeler député national. Nous disons que nous sommes députés. Ça n'a jamais été le cas? Mais ça n'a jamais été le cas parce que je suis d'un parti, d'un quartier, d'un arrondissement, je me fais élire par commune, et puis voilà, je suis arrivé à l'Assemblée, député national. Maintenant, on dit non. Ne disons pas ce que nous ne sommes pas. Maintenant, on veut qu'on dise ce que nous voulons être. Est-ce qu'on veut être des députés nationaux? Alors, avec tout ça, est-ce que ce n'est pas fastidieux pour vous, acteurs politiques, pour la Sénat et pour tous ces acteurs-là qui sont autour de cette loi, de ce code électoral? Mais attendez, est-ce que voulez-vous que nous ayons une démocratie où les élus ont de la légitimité? Si nous voulons d'une démocratie où les élus auront de la légitimité, acceptons. Même s'il doit y avoir des difficultés, acceptons d'aller vers cet objectif-là. Nous savons que les 20%, ce n'est pas facile pour personne. Ce n'est facile pour personne. Nous ne crions pas partout, nous n'organisons pas des séances pour dire que voilà, il faut abandonner le code électoral, parce qu'il faudrait qu'on tente d'abord, que nous tentions cette expérience, qu'on voie. Il n'y a que, c'est pas, excusez-moi, on dit, mais toute œuvre humaine est perfectible. Alors, donc, lorsque on aura organisé ces élections, lorsqu'on aura eu les résultats, on appréciera. Mais je pense que si chacun se bat, tel qu'on le dit, si chacun dit qu'il est parti national, comme on l'entend, on doit pouvoir aller aux élections aisément, sans qu'il y ait des insinuations, sans qu'il y ait des appels voilés tendant à discréditer notre démocratie, les élections à venir. Non, qu'on y aille. Alors, je vais vous ramener sur une autre question, la question du parrainage surtout. Vous avez 28 députés, vous avez logiquement 28 parrainages. Nous avons des maires. Vous avez des maires, bien évidemment. Je prends le cas d'une formation politique de l'opposition. Est-ce que vous pouvez aller, un parti de la majorité présidentielle peut-il aller en accord de gouvernance, par exemple, avec un parti de l'opposition? Je prends par exemple le cas de la Force Corée pour un Bénin émergent, qui doit avoir 5 ou 6 maires actuellement, donc 6 parrains. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible, mais à condition qu'un certain nombre de critères soient respectés. Vous comprenez? Vous vous définissez comme parti de l'opposition. D'accord? Mais la loi vous permet quand même d'approcher ceux qui ont les parrains en abondance peut-être. Il s'agira pour vous de les convaincre à travers votre projet de développement, à travers les objectifs que vous visez à vouloir aller à ce niveau-là. Nous pouvons être avec la FCBE. La FCBE a présenté des candidats aux élections en 2021. Mais oui. Bon, la même chose peut se produire. La même chose peut se produire, mais il faudra convaincre nos partis politiques que votre opposition, elle est constructive, que votre opposition va dans le sens de ce que nous faisons. Il ne s'agira pas de vous avoir comme une fourmi dans la poche. Quand c'est fait comme ça, c'est possible. C'est-à-dire donc que le jeu électoral est ouvert? Mais il est très ouvert, il est très ouvert. Il est très ouvert. C'est en cela que je déplore certaines agitations, certaines lamentations de certaines formations politiques. Juste, vous parlez de lamentation de certaines formations politiques et pas plus tard qu'au cours de cette semaine qui s'achève, nous avons vu les démocrates revenir également, une fois encore, sur le code électoral et demander sa relecture. D'abord, d'entrée, est-ce que cela est encore possible? Oui, les élections, vous savez, selon les directives de la CEDEAO, les textes conduisant aux élections ne peuvent pas être retouchés 6 mois avant. Donc, dans le délai, nous sommes limite. Vous comprenez, la première élection a lieu en janvier, deuxième dimanche. Donc, je crois le 10 janvier. Nous sommes aujourd'hui en mai.
on est à 6 mois, quelques jours. Pratiquement, oui. Donc, la démarche à faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas dans les dénonciations, il faudra convaincre, il faudra approcher, il faudra mener le débat, il faudra se remettre parfois en cause, baisser un peu le mode opératoire et aller véritablement dans un sens constructif pour le Bénin. Si on veut toucher au code électoral, ce n'est pas en criant, ce n'est pas en faisant ce que nous faisons là. Mais non. Pourquoi on veut le faire alors qu'il a été voté, on ne l'a pas touché? Pourquoi? Il faut expérimenter. On n'a pas expérimenté et puis voilà. Pourquoi? Alors, si on veut véritablement, si on insiste pour le faire, mais trouvons les voies et moyens pour le faire. Ce n'est pas en dénonçant, en vilipendant, en attaquant qu'on va accepter ça. Même un enfant, on ne peut pas lui demander ça. Même les enfants, entre eux, n'accepteraient pas ça. Donc, moi, je voudrais appeler les nôtres, ce sont des amis, ce sont des frères, à revoir la stratégie du combat politique. Je vous ai dit tout à l'heure, nous nous battons, nous, vous ne voyez pas sur les écrans en train de dénoncer, de crier, de faire du bruit. Non. On va à la population pour parler de ce qui paraît sincère, ce qui paraît honnête, ce qui paraît vrai, ce qui paraît juste pour notre peuple. Alors, c'est ce que nous faisons. Une dernière actualité avant de vous laisser partir, honorable Benoît Assouan-Degla. Cette affaire de récépissé provisoire, qu'est-ce que cela vous inspire, l'actualité de ces derniers jours, quand on parle de faits de corruption pour obtenir un récépissé? Ben voilà, moi personnellement ça m'attriste. Parce que avec tant d'euphorie, avec tant d'enthousiasme, on a vu comment les choses sont passées au niveau de ce parti politique, au lendemain de l'obtention de ce fameux document, et que quelques jours après simplement on tombe, ça fait plouf. Ça pose des questions, il y a des questions qu'on doit se poser parce que ce n'est pas une image positive. Ce n'est pas pour la politique et pour les politiciens que nous sommes. Vous voyez, ici nous sera difficile de convaincre nos populations qu'on ne peut pas faire la politique comme ça. Qu'on peut bien faire la politique autrement, sans tricher, sans mentir. Alors, aujourd'hui, c'est un dossier qui est au tribunal, qui est dans les mains de la justice. Ce que je retiens, c'est que le procureur spécial a bien parlé de corruption dont il pourrait être accusé. Si c'est ça, je ne sais pas quel est l'avenir politique de ce parti politique-là. Quel est l'avenir politique de ce leader qui sera sali comme ça? Va-t-il prétendre gouverner, se faire élire quelque part avec cette marque négative sur le corps? Je ne crois pas. Je voudrais simplement inviter les uns et les autres à faire la politique, à faire vraiment la politique. Ceux qui veulent entrer en politique, qu'ils le fassent, mais pas la bonne manière et non en trichant. Est-ce que l'arrivée en politique de cette formation ne vous mettait-il pas en difficulté en tant que formation politique? Et avec cette affaire, vous vous dites, bon, il y a un concurrent qui... écoutez, je ne vais pas vous... écoutez, on ne connaît... Il lui-même dit qu'il n'est ni de la mouvance, ni de l'opposition. Oui. Il est un parti centriste. Bon. Et dans ses déclarations, on constate parfois certaines contradictions, certaines remises en cause de positions antérieures et tout ça. Donc on se pose la question, véritablement, il est où? Vous comprenez? Vous avez un peu l'histoire de son combat politique. Oui. Alors, nous, parti politique, au niveau du BR, nous, on ne sait pas, vraiment, je ne sais pas, je ne vois pas en quoi est-ce que... c'est pas de l'agitation, c'est pas la télévision, ce n'est pas l'exposition des... qu'on appelle là, le vu, excusez-moi, c'est pas ça la politique. La politique, c'est autre chose. Et c'est dommage qu'on le bloque déjà à ce niveau-là, parce qu'il serait entré dans le combat politique, là, il descend véritablement sur le terrain, et qu'il comprendrait qu'à des moments donnés... Vous auriez voulu la voir? Vous auriez la voir sur le terrain aussi ben, pourquoi pas pour vivre un peu les réalités? Oui, mais pourquoi pas? En politique, c'est l'addition, on n'exclut personne. Ben voilà, encore faudra-t-il que la personne soit disposée à continuer à mener le combat avec vous. À savoir qu'il y a une place qui est la sienne lorsqu'elle arrive dans un groupe. C'est ça le problème. Lorsque vous arrivez comme ça, de go, nulle part, et puis vous prétendez être au-dessus de tout le monde, c'est pas possible. En politique, c'est pas possible. Alors, pour les 4 prochains mois à venir, avant le dépôt des dossiers de candidature, pour la présidentielle, ensuite pour les communales et municipales, à quoi vous vous attendez, Benoît Degla? Ben,
je suis député à l'Assemblée nationale, bientôt nous allons reprendre à l'Assemblée. Nous avons la législature qui continue. Nous serons donc occupés à cela. Évidemment, nous aurons la lourde mission de mener le dernier combat, qui est celui-là avant les élections, qui est celui-là de faire le choix de bons candidats au niveau de nos arrondissements, au niveau de nos communes, faire le bon choix au niveau des circonscriptions, pour les candidats à la députation, et puis débattre de celui-là qui sera le candidat du BR. D'accord, on vous recevra en plateau pour le moment venu. Pour festoyer, pour nous dire alors comment ça a été fait, voilà. Le choix que vous aurez opéré. Merci à vous, Benoît Soindegla. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique de la direction exécutive nationale du Parti Bloc Républicain. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir sur le grand rendez-vous, député à l'Assemblée nationale. Bon retour chez vous. Merci beaucoup, c'est moi. Merci bien. Allez, à très bientôt. Ce sera tout sur le grand rendez-vous. Merci à chacun et à tous et à dimanche prochain.